Bonsoir, nous sommes le 18 mars 2015. Bienvenue pour ce nouveau journal de la rédaction de TV Fil 78. L'essentiel de l'actualité des Yvelines et dans les titres, le rallye des gazelles. Les candidates vont s'élancer ce week-end depuis Nice et 2 participantes yvelinoises viennent de quitter leur ville de Trappes. Faire évoluer le regard sur la trisomie 21, c'est le sens de la journée mondiale qui se tiendra le 21 mars. Une occasion de rassembler parents, personnes atteintes, chercheurs, médecins et professionnels. Nous en parlerons avec notre invité Jacques Costil, le président de l'Association française pour la recherche sur la trisomie 21. Et puis l'élection départementale dimanche, premier tour, avant-dernier reportage consacré aux candidats sur notre antenne. Focus sur le canton de Plaisir dans quelques instants. Après les radars fixes, place aux radars mobiles. À présent, la direction départementale de la sécurité publique vient de mettre en service un second véhicule à radar automatisé, opérationnel dans les Yvelines depuis le 5 mars. Il est équipé d'une antenne placée derrière la plaque d'immatriculation. Le flash automatique à filtre infrarouge ne se voit pas à la lumière. En début de semaine, les 2 véhicules ont patrouillé dans le département. Ils ont relevé plus de 700 véhicules roulant trop vite. Et nous constatons au quotidien à travers nos actions de contrôle que oui, la vitesse moyenne sur les routes diminue. Nous relevons de moins en moins de grands excès de vitesse. La volonté et l'idée, c'est de relever en infraction les gens qui délibérément vont rouler au-dessus de la limitation de vitesse. En fait, quand vous êtes relevé en infraction, on va parler d'un radar, une cabine qui serait implantée dans une zone à 50 km/h, vous allez recevoir une contravention si vous roulez au-delà de 56 km/h. D'accord ? Avec ce dispositif, vous recevrez une contravention si vous êtes fâché au-delà de 61 km/h. L'équipe originaire de Trappes qui s'élance pour le rallye des gazelles, composée donc de Laurence Batala et de Séverine Soula, que vous avez déjà pu apercevoir sur notre antenne, était cet après-midi sur le parvis de la mairie de Trappes pour un dernier au revoir, un moment d'émotion en présence de leur famille, du maire Guy Malandin et d'enfants de 5 à 12 ans des écoles de Trappes. Elles s'envoleront demain matin pour Nice où le départ sera donné pour la compétition le samedi. Ça fait chaud au cœur et puis ça fait monter un peu la pression en se disant que voilà, le départ approche, on est enfin prête. Enfin voilà, c'est un projet qu'on a depuis 1 an et demi, donc ça se concrétise et donc voilà, c'est vraiment, enfin, c'est aussi les enfants avec qui nos enfants sont à l'école, etc. Donc c'est vraiment impressionnant. Le 13e festival à tout bout de champ a débuté hier à Manille-les-Hameaux. Jusqu'au 30 mars, de nombreux artistes vont se produire dans cette commune. Certains sont même très jeunes, comme ces élèves de l'école maternelle Corot. Les voici durant une répétition. 1, 2, 3, 4, Amigo, son armoire, Anaïs caresse l'agneau, Adrien dans un haricot, Badra des biscottos, Avant-dernière répétition pour ces élèves de maternelle à Manille-les-Hameaux. Dans le cadre du festival à tout bout de champ, cette classe prépare son premier concert. Coachés par le groupe Debout sur le Zinc, les enfants réalisent chorégraphie et paroles d'une chanson originale. On a travaillé 2 chansons, une chanson créée pour eux, par eux, et une autre chanson du spectacle en fait, qui joueront en rappel du spectacle de Debout. Nous, on ne rapporte rien, c'est eux qui nous apportent. Nous on les fait chanter, on essaye de... on leur donne une expérience, une petite expérience de chansons, d'apprendre une chanson ou d'en écrire, et de chant en groupe et de chant sur scène en l'occurrence. Un exercice pas toujours facile pour les enfants, coordonner les gestes et apprendre les paroles, mais surtout penser au public. Et si je fais comme cela, vous faites ? Et si je fais comme ça, vous faites ? Et on va commencer par faire comme ça, et vous allez faire... Ouais, et tout ça, ça se fait en musique. Tu vas voir. La représentation est prévue le 20 mars, reste à peaufiner quelques petits détails, mais dans l'ensemble, le spectacle semble bien assimilé. Anaïs caresse l'agneau, Adrien mange l'abricot, Bastien a les biscottos. Abécédaire, c'est notre abécédaire. L'invité de ce soir à présent, 21 mars, journée mondiale de la trisomie 21, une journée pour la défense des droits, l'inclusion, le bien-être des personnes qui sont atteintes. Bonsoir Jacques Costil et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes le président de l'Association française pour la recherche sur la trisomie 21. La mobilisation va en fait débuter sur Paris dès le 20 mars, ça va se prolonger jusqu'au 22 mars ensuite. La date choisie du 21 mars, en tout cas au niveau mondial, n'est pas anodine. Elle explicite la présence de 3 chromosomes 21 au lieu de 2, d'où le 21 mars, 2103, et le but, je
le disais, sensibiliser. Est-ce que vous avez le sentiment déjà d'avoir réussi cette mission au fur et à mesure des années de sensibilisation? Cette maladie, la trisomie 21, aujourd'hui est mieux connue, reconnue? Eh bien, je pense que oui, on avance, même la recherche avance. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette date du 21 mars a été initiée par la FRT, l'association que je préside actuellement. Nous étions trois dans un petit bureau et ça a tilté. Et en plus de ça, le 21 mars, c'est le jour du printemps. Alors voilà, tout va bien. Et donc, on peut dire que en 10 ans, 2005-2015, on a beaucoup avancé dans différents domaines, que ce soit éducatif, la prise en charge au niveau sport est plus simple. Il n'y a pas forcément besoin de passer par une fédération adaptée ou autre. Les clubs acceptent plus facilement les personnes. Une meilleure connaissance, une meilleure reconnaissance de la trisomie Voilà, 21 oui, depuis 10 ans de la mobilisation. trisomie 21 et les handicaps. La loi de handicaps, 2005 a tout à aussi fait. amélioré. Si tout n'est pas parfait. Il y aura 3 jours de Malheureusement. mobilisation sur Paris. Dans ce cadre-là, ça va débuter dès le 20 mars. Ce sera à l'École supérieure d'architecture du Val-de-Seine, donc à Paris. Quel va être un peu le programme? Alors déjà, on fait ça en partenariat avec différentes associations. L'UNAPI, Trisomie 21 France, les Papillons Blancs d'Île-de-France, l'ADAPI 78, Reflet 21 de Grenoble, Reflet 21 de Lyon, pardon, qui a organisé l'année dernière, et la RIS qui normalement organiserait en 2017, puisque nous avons choisi d'organiser le colloque 2016 à Marseille. C'est un choix collégial, et donc le vendredi soir, c'est plus une forme d'ouverture par des allocutions et des différentes personnalités ici présentes, puisque M. Patrick Goé, qui a été délégué au ministère des personnes handicapées, normalement je devrais avoir à lire un petit discours de Mme Ségolène Neuville, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Et à partir du samedi matin, on commencera les tables rondes. Ces tables rondes, le but c'est quoi? C'est d'échanger avec des professionnels, c'est que les familles aussi viennent se renseigner, viennent se rassurer, être mieux accompagnées aussi? Le but c'est que chaque personne qui viendra présenter, chaque intervenant, nous fasse part de son travail auprès des personnes nées avec une trisomie 21. Que ce soit un partage d'informations avec le public, et il y aura des questions, il y aura des moments de pause et de questions d'échange avec la salle, à seule fin que chacun puisse récolter un maximum d'informations et puisse, sur le terrain, apporter tout ça au bien-être des personnes. Ce sera pendant 3 jours sur Paris. La trisomie 21, c'est l'une des maladies génétiques elle est plus commune. Est-ce que ça se réduit? Le nombre de cas se réduit? Comment ça évolue? Il y a toujours des naissances, malgré les nouveaux tests anténataux. Il y a encore des personnes qui passent à côté. Il y a des tests qui donnent négatif et puis la naissance est positive. Donc, il y a des nouveaux tests qui sont apparus à la oui, fin de l'année dernière. Il y a des nouveaux tests. Jacqueline Audon, qui a présidé l'association il y a 23 ans, a une cousine qui a fait tous ces tests à l'hôpital de Bray, et c'est pas une mauvaise réputation, c'est une très bonne hôpital, et le test était négatif, et pourtant un enfant trisomique est né. Et voilà. Le test à 100% n'existe pas pour c'est le impossible. dépister. Là, aujourd'hui, quel est le combat? Le combat, c'est de réduire le nombre de naissances d'enfants qui sont atteints de trisomie 21. Nous, notre combat n'est pas celui-là. Justement, votre combat, notre combat, c'est aussi améliorer la vie des personnes. C'est là où je voulais en venir. Des 60 000 personnes qui naissent. C'est là où je voulais en venir. Votre combat, c'est d'améliorer ce quotidien. Voilà, et aujourd'hui, comment ça se passe ce combat? Est-ce que les choses aussi là s'améliorent pour les personnes qui vivent avec la maladie, avec la trisomie? Alors le dimanche matin, on aura justement, par le professeur de la Torre, le retour d'un tout un travail d'essai thérapeutique qu'il a mené en Espagne sur des personnes durant 2 ans. Et comme je l'ai souvent évoqué ici, un composé que l'on trouve dans le thé vert qui s'appelle le GCG, qui agit pour inhiber la diffusion du gène DIRC1A. Et donc, apparemment, ces essais thérapeutiques sont prometteurs. Et donc, nous, à titre à FRT, on a mené
une étude dernièrement, et on n'a pas encore les résultats, sur des souris gestantes ayant une trisomie 21 et soigner, un essai thérapeutique avec cette GCG pour voir au moment de la naissance et après à l'évolution comment s'il y a une modification de comportement et du cognitif de la souris pour le moment. Voilà. Là, on en est là. On vient de financer cette étude. Merci Jacques Costil, président de l'Association française pour la recherche sur la trisomie 21. Journée mondiale, donc le 21 mars, 21-03, et puis 3 jours à partir du 20 mars sur Paris, de conférences, colloques, afin de trouver comment accompagner, afin d'échanger en tout cas autour de la maladie. Merci à vous. Merci. Politique maintenant et coup de projecteur sur les candidats du canton de Plaisir. 6 listes se présentent sur ce secteur. Les détails avec Mickaël Elmidoro et William L également. Le canton de Plaisir s'est agrandi pour ses élections départementales. La commune de Benne a rejoint les villes de Thiverval-Grignon, des Clés-sous-Bois et de Plaisir. Le secteur représente désormais un bassin de vie de 57 000 habitants. Le canton de Plaisir est à gauche depuis les élections départementales de 2004 et l'élection du socialiste Jean-Michel Gourdon qui a choisi de ne pas se représenter. Le PS espère conserver sa place à l'Assemblée départementale. Pour cela, Nicolas Hu, conseiller d'opposition Clés-sous-Bois et Frédéric Évrard, plaisiroise depuis 1999, ont été désignés par leur parti. Sur toutes les élections nationales, ce canton et les villes principales que sont Benne, Plaisir et les Clés-sous-Bois votent à gauche. Donc nous pouvons penser évidemment que nous sommes en situation, nous pouvons être en situation favorable. Après, tout le résultat sera en fait fonction de l'abstention et de la participation. Pour reconquérir le canton, l'Union de la droite a mis en place une équipe composée du duo Joséphine Commensberger, maire UMP de Plaisir depuis 2012, et de Bertrand Coquart, conseiller municipal UDI des Clés-sous-Bois. Je pense que quand on a la chance d'être élu depuis de nombreuses années, on a effectivement en main, en tout cas, une connaissance qui est une connaissance qui peut servir à la population, une proximité aussi, puisque c'est un travail que je fais depuis de nombreuses années, d'être proche de la population, à l'écoute, avec, je pense, du pragmatisme et aussi du courage politique. Il en faut. Donc, je pense qu'au niveau du département, je peux être peut-être utile. Dans ce duel annoncé entre le Parti socialiste et l'Union de la droite, le Front national va tenter de créer la surprise. Troisième parti du canton en 2011 avec 15% des voix, le FN sera représenté par Éric Gégou et Estelle de Oliveira Fernandez. Le FN est devenu la priorité parce que c'est une autre voie, c'est la politique sous un autre angle, sous une bonne gestion. Et nous, on ne fait pas des promesses en l'air, on tient à bien gérer les choses. Quand on tracte, on est très très bien accueillis. Beaucoup de gens comptent sur nous parce qu'ils commencent à se rendre compte. Alors c'est un petit peu long, mais là, ça y est, je pense que les gens se rendent compte qu'on leur ment et que nos hommes politiques, nos élites, ont complètement abandonné les Français et les Yvelinois pour parler plutôt des départementales. Mais en fait, voilà, on a un petit peu perdu nos hommes politiques. Dans ce canton de Plaisir, 3 autres binômes se présentent. Le front de gauche est représenté par le duo Maryse Mézières et Jamel Niati. La liste Europe Écologie Les Verts sera menée par Gérard Lévy et Patricia Charton. Enfin, Fabien Mété et Pascal Michard sont sur la liste Debout la France. Lors des dernières élections de 2011, le socialiste Jean-Michel Gourdon l'avait emporté devant la candidate UMP Véronique Coté-Millard avec 57% des voix. Politique toujours, la préfecture qui vient d'officialiser la date des élections municipales sur Voisins-le-Bretonneux. Vous le savez, il va falloir revoter, les élections ayant été annulées. Et le premier tour, ce sera le dimanche 12 avril. Ce jeudi, aujourd'hui, dépôt des candidatures. Le point avec Catherine Zulato. Les élections municipales à Voisins-le-Bretonneux auront bien lieu les 12 et 19 avril prochains. Les candidatures commencent à se faire connaître. Alexandra Rosetti, maire sortante UDI, avait déclaré sur notre antenne, dès l'annonce de l'annulation de l'élection, qu'elle serait à nouveau candidate et tête de liste. Alexis Biettel, l'ancien maire battu au second tour, qui avait déposé les 2 recours en annulation, a finalement pris sa décision. Il ne sera pas tête de liste pour ces nouvelles élections. Il s'en explique dans un courrier adressé aux Vicinois en déclarant que sa démarche était désintéressée et que ce n'était pas un combat personnel. Il sera toutefois présent sur une liste emmenée par Thierry Gasto, son ancien directeur de cabinet, aujourd'hui directeur de cabinet à la mairie de Maurepas. Une 3e liste de droite pourrait se monter, menée par Olivier Afonso, président du conseil de quartier Centre-Village.
Une quatrième liste sera proposée par la gauche et le responsable du groupe d'opposition au conseil municipal, Jean H. Les élections municipales avaient été annulées par le Conseil d'État le 25 février dernier. En cause, l'écart des 15 voix seulement entre Alexis Biette et Alexandra Rossetti et la diffusion de tracts le samedi du second tour, ce qui est interdit. Le journal revient demain aux mêmes horaires. Excellente soirée.